Merci beaucoup d'être là. Vous rentrez tout juste de Kiev, vous rentrez d'Ukraine. Certaines images en témoignent. Les bombardements à Kiev, bombardements à Odessa, bombardements à Zaporijjia, c'est une guerre qui continue plus fortement que jamais. Ah oui, il n'y a jamais eu autant de bombardements sur l'Ukraine, et notamment sur Kiev, que dans les dernières semaines. D'une manière générale, la dernière année, cette année où Trump prétendait faire la paix en 3 jours, elle n'a jamais été aussi meurtrière et dévastatrice. Et depuis une quinzaine de jours, Poutine se déchaîne sur Kiev. Là, en effet, je crois que c'est des images qu'on... Ici, c'est Zaporijjia. C'est Zaporijjia. Mais Marc Roussel, qui était avec moi, a rapporté des images de la centrale thermique de Kiev, qui est une immense centrale électrique, qui s'étend sur 10 ou 15 hectares et que les Russes pilonnent. Regardez, ce sont ces images. Dites-nous, Moussa, vous y étiez. Cette image date de combien d'heures? Elle date d'il y a 24 heures. 24 heures. Il y a 48 heures. Donc le matin même, 5 missiles étaient tombés sur cette centrale. Et cette centrale, elle alimente en électricité et elle chauffe un tiers de la ville de Kiev. Ce qui veut dire que hier soir encore, un tiers de la ville n'était pas chauffé et était dans le noir. Ça veut dire que les vieilles personnes meurent de froid, que les enfants apprennent leur leçon par moins 15, que les gens qui habitent au 20e étage, il n'y a plus d'ascenseur. Voilà, c'est une situation absolument désastreuse. Comment expliquer ça, Bernard Lévy? Vous êtes si actif. La France a fait beaucoup, le président de la République a fait beaucoup, les Européens font beaucoup, l'OTAN, c'est l'alliance la plus puissante de toute l'histoire, et on n'arrive pas à empêcher ça. On n'arrive pas à empêcher ça parce qu'on ne veut pas vraiment empêcher ça. Depuis 4 ans, Darius Rochebin, je l'ai montré dans des films que j'ai tournés sur les lignes de front. Je crois être un témoin assez fiable de cela. On aide l'Ukraine juste assez pour qu'elle ne succombe pas, pour qu'elle ne soit pas terrassée, mais pas suffisamment pour l'aider à triompher. C'est ça le paradoxe de cette affaire. Cela fait 4 ans que si l'Occident avait choisi son camp, avait choisi ses valeurs et avait décidé de donner à l'Ukraine les moyens qu'elle demandait, cette guerre serait terminée. Et il y aurait des dizaines et des centaines de milliers de morts en moins. Mais non, on maintient l'Ukraine juste à la ligne de flottaison. Voilà. Donc c'est déjà un miracle que les Ukrainiens résistent et même avancent. Parce qu'une chose que l'on dit, je trouve peu dans la presse française, c'est qu'en ce moment, les Ukrainiens ont plutôt tendance à avancer. Oui, ils regagnent du terrain et les Russes perdent beaucoup d'hommes. Ils regagnent du terrain dans la zone de Oulaï-Polé et dans la zone de Zaporijjia, qui sont des zones où je n'étais pas ces jours-ci, mais que je connais bien. Et les Russes occupent les lignes qu'ils occupent au prix de pertes humaines considérables. Est-ce que ça peut signifier une fuite en avant des Russes? Regardez ces images de Poutine. C'était en Russie la journée du défenseur de la patrie. Poutine a évoqué le renforcement des capacités nucléaires. Il porte des accusations fantaisistes mais très révélatrices contre les Occidentaux en disant les Français, les Anglais veulent donner une sorte de bombe sale nucléaire à l'Ukraine et visiblement ils peuvent en faire un prétexte pour frapper nucléairement l'Ukraine. Est-ce que ce danger existe selon vous? Écoutez, moi je crois que quand Poutine se lance dans une de ces fake news de cette sorte, c'est quand il est en difficulté, c'est quand il perd les pédales. Voilà. Dans ces cas-là, en effet, il lance des accusations de ce genre et il va dans cette sorte d'escalade. C'est pas sérieux et il le sait très bien. La réalité, c'est qu'il est sur la défensive et c'est qu'il sait qu'il a perdu. On s'est tellement trompé, Bernard Lévy. On se rappelle sur ces plateaux tant de spécialistes qui, le 23 février encore, disaient il attaquera pas. Il a attaqué. Est-ce qu'on peut se tromper à nouveau, c'est-à-dire sous-estimer son degré d'audace, c'est-à-dire qu'il tente quelque chose, par exemple une bombe nucléaire sur l'Ukraine? Il y a une chose sur laquelle, en tout cas, on ne peut pas se tromper parce que c'est un fait, c'est que un pays de taille moyenne comme l'Ukraine, qui résiste pendant 4 ans au plus grand pays du monde en termes d'étendue, et à une des plus puissantes armées du monde, c'est une première dans l'histoire. Ça ne s'est jamais produit. Un pays de la taille de l'Ukraine, en tous les termes, face à un pays de la taille de la Russie, qui résiste pendant 4 années. Quel est l'exemple, quel est le précédent récent dans l'histoire contemporaine où cela s'est produit? Il n'y en a pas. Donc ça, déjà, sur ce point-là, on ne s'est pas trompé. Vous avez été critique souvent sur Trump. Est-ce que là, vous reconnaissez que Trump
cause des difficultés considérables à Poutine. Il a affaibli son allié Bachar, il a affaibli ses alliés du Hezbollah, peut-être l'Iran, on va en parler dans quelques instants. En réalité, il est en train de l'étrangler en termes pétroliers aussi. Écoutez, il lui crée des difficultés, bien sûr, celles que vous venez de dire, mais de l'autre côté, malheureusement, il adopte le narratif russe. Il raisonne comme Poutine. Chaque fois que Trump parle sérieusement de cette guerre contre l'Ukraine, il en parle dans les termes russes, sans distinguer l'agresseur et l'agressé, en renvoyant dos à dos les protagonistes de la guerre, en disant textuellement que ce sont comme deux enfants qui se disputent dans un bac à sable. Donc, en termes de ruse de la raison, en effet, en affaiblissant l'Iran, en affaiblissant le Hezbollah, il aille dans le bon sens, c'est vrai, mais le Trump conscient, celui-là, c'est celui qui déroulait le tapis rouge à Poutine, littéralement, et qui faisait mettre des soldats américains à genoux en Alaska. Rappelez-vous, vous avez montré ces images. En lui montrant des F-22 et en lui montrant des B-2 qui peut-être vont frapper en Iran. Oui. Oui, en les lui montrant, et puis on ne savait pas s'il applaudissait ce jour-là les avions américains ou s'il applaudissait Poutine de son arrivée triomphale sur le sol américain. Attendez, est-ce que vous donnez le bénéfice du doute à Trump ? Vous avez été vraiment très très dur à son égard. Quand vous voyez, on va tout de suite parler de ce qui se passe en Iran, le fait que... Ça dépend. Écoutez, quand Trump, en effet, soutient le peuple iranien, et bien sûr que je lui donne le bénéfice du doute. Quand Trump dit « l'aide est en train d'arriver », je dis bravo, je l'ai dit sur votre plateau. Mais après, quand on dit « l'aide est on its way », il faut que ça soit vrai. Donc je lui donne le bénéfice du doute. J'espère que c'est vrai. Si d'aventure ça ne l'était pas, si d'aventure il avait annoncé une aide qui ne venait pas, s'il avait créé ce faux espoir chez le peuple iranien, ce serait une faute morale terrible. Si tout cela, pour parler de l'Iran, devait déboucher sur, au bout du compte, une espèce de négociation foireuse où Trump bidouillerait un accord Obama bis, comme celui qu'il avait lui-même dénoncé, ce serait navrant. Donc on va voir. Bien sûr qu'il faut donner... Les enjeux sont tellement énormes. Là, on est face à un tel séisme, on est face à une telle guerre mondiale vraie, on est dedans. L'Iran, le Proche-Orient, la Russie, Poutine, que évidemment qu'il faut donner le bénéfice du doute. Il ne faut pas s'enfermer dans des préjugés idéologiques, ça va sans dire. Faut-il aller aider les Américains, les Iraniens, pardon. Regardez cette vidéo, elle a été partagée en Iran abondamment. Elle montre la banderole qui est adressée au président américain et on peut lire en farsi, en persan, vous êtes un homme d'action, il s'adresse à Trump. Chaque jour de retard signifie des dizaines d'exécutions. Il demande en quelque sorte, alors c'est peut-être pas tous les Iraniens, personne ne sait, c'est une dictature, c'est très dur de savoir ce qu'est l'opinion exactement, mais une partie visiblement des Iraniens semble espérer cette intervention. Bon, c'est pas très dur de savoir ce que veulent les Iraniens. Vous savez, on les a vus dans la rue, des centaines de milliers de femmes et d'hommes et de jeunes gens qui risquent la mort, qui défient les mitrailleuses, qui défient les bassidjis en moto et qui meurent dans les rues pour leurs idées. On sait ce qu'ils pensent. Ils veulent la chute du régime. Là, ils veulent pas un aménagement, ils veulent pas un compromis, ils veulent pas un accord amiable signé je sais pas où, ils veulent la chute du régime. Alors, quiconque les y aidera, j'écoute ce qu'ils disent, et encore une fois, c'est eux qui là-dessus font la loi, c'est pas moi, c'est pas vous. Quiconque les y aidera est évidemment le bienvenu. Alors, à Longner, est-ce que vous, Bernard-Henri Lévy, vous souhaitez une intervention militaire en Iran pour faire tomber le régime ? Oui, bien sûr. Je souhaite de tout mon cœur que le régime tombe, parce que je souhaite de tout mon cœur que le massacre s'arrête, parce que je souhaite de tout mon cœur. Moi, vous savez, il y a 10 ans, je défendais dans ma revue avec d'autres le cas d'une femme qui s'appelait Sakineh Mohammadi. C'était une jeune femme condamnée à mort par lapidation parce qu'elle avait osé peut-être regarder un homme qui n'était pas son mari. Moi, ça fait, en vérité, depuis 1979, je sais que ce régime est criminel, je sais qu'il enferme les femmes, je sais qu'il détruit, qu'il brise l'espoir. Dites un mot de ça, au regard de l'histoire. Ce régime qui dure depuis 47 ans, 79 à 2026, il incarne vraiment une page de l'histoire du monde, très importante. Il incarne la montée
le triomphe et j'espère le déclin de l'islamisme radical, de l'islam politique. Il incarne cela. 1979, c'était très clair, c'était ce moment-là. C'était le moment où l'idée que l'islam doit façonner les lois de la cité et que les sociétés doivent se plier à des règles écrites il y a des siècles et des siècles, a pris le pouvoir quelque part. Est-ce que là, pour vous, Trump peut être un grand président? C'est-à-dire, de même que Reagan est l'homme qui a contribué à casser les reins de l'Union soviétique, que vous aviez beaucoup combattu, Trump, s'il joue son rôle, peut contribuer à casser ça. Trump jouera son rôle et l'Amérique sera dans son rôle si Trump casse en effet vraiment le régime iranien et si vraiment il aide les Ukrainiens à en finir avec la dictature poutinienne et y compris et s'il aide le peuple russe. Parce que c'est ça, la configuration mondiale d'aujourd'hui, c'est celle-là. Ils sont alliés d'ailleurs. Une alliance. Pardon ? Ils sont alliés. Téhéran et Moscou sont alliés. Ouais. J'ai écrit un livre jadis qui s'appelait L'Empire et les Cinq Rois, où je disais qu'il y avait d'un côté l'Occident et il y avait de l'autre côté des forces autoritaires, dictatoriales, apparemment déchues en train de relever la tête, dont les trois principales étaient la Chine, la Russie et l'Iran. Donc c'est les trois là, un par un. Mais ce que je veux vous dire, Darius Rochemin, c'est que d'abord, on ne peut pas négocier avec des régimes criminels de cette espèce, faire un compromis en gros à la vénézuélienne. Si demain nous nous réveillions en apprenant que l'Amérique a fait avec les Iraniens... Que Khamenei est quelque part dans un avion ou... Non, que Khamenei est dans un avion, mais qu'en revanche ceux qui sont derrière eux sont confortés dans leur pouvoir pour le plus grand bonheur des compagnies américaines. C'est pas l'Amérique, c'est pas l'exceptionnalisme américain. Que répondez-vous alors, pardon Bernard Lévy, à votre place hier, il y avait Thierry Breton, qui n'est pas soupçonnable d'être indulgent aux dictatures, qui à votre place disait, bien sûr, il faut faire tomber ce régime, il faut espérer qu'il tombe, mais il faut rester dans le droit international, et là, une intervention serait hors du droit international. Ah bon, et pourquoi ? Attendez, il y a dans le droit international un principe qui s'appelle la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger, c'est dans la loi internationale. La France y a contribué à l'époque des Médecins sans frontières, de Bernard Kouchner, d'autres. Il y a un droit d'ingérence en Iran, il y a un droit d'action contre ce régime. Il y a une responsabilité de protéger qui est un des acquis. Alors je sais que c'est mal vu aujourd'hui, qui est un des rares acquis réels de la civilisation contemporaine. Quand un peuple est massacré, quand le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes signifie le droit d'un dictateur à disposer de son peuple, alors la communauté internationale a vocation, a le devoir d'intervenir. Comment est-ce que vous expliquez, moi je suis très frappé de ça, à tort ou à raison, des généraux, des militaires, des diplomates français qui... On les sent gênés par tout ça. Ils regardent ces images de l'action de Trump et ça les énerve. En quelque sorte, il ne sait pas qu'ils sont pro-iraniens pour autant, mais cette histoire les énerve. Pourquoi ? Mais ça les énerve peut-être parce que c'est Trump et ils n'ont pas complètement autant. Vous disiez tout à l'heure que j'avais été moi-même et que j'ai écrit des choses en effet extrêmement dures. Mais plus que ça, il y a une forme d'indulgence traditionnelle en France à l'égard du régime de Téhéran. Il y a quand même beaucoup de liens, beaucoup de choses se sont passées. Une espèce d'indulgence traditionnelle comme si il fallait passer l'éponge peut-être. Il y a une indulgence traditionnelle. Vous savez, c'est le problème des démocraties. Les démocraties, leur qualité, c'est qu'elles sont pacifiques, qu'elles aiment le droit et la paix. Leur problème, c'est que face aux dictatures, elles se couchent. Les démocraties se sont couchées face au génocide arménien. Les démocraties se sont couchées au moment de la guerre d'Espagne. Les démocraties se sont couchées au moment de la montée du nazisme. Les démocraties se sont couchées à Berlin en 1953, à Budapest en 1956, à Prague en 1968, en Iran aujourd'hui, en Russie au moment de la guerre de... C'est une règle. Les démocraties, c'est hélas leur tendance contre laquelle, parfois, quand on s'appelle Churchill ou quand on s'appelle Zelensky, on se rebiffe. Leur pente, c'est en effet le non-interventionnisme. Leur pente, c'est que chacun reste chez soi et que les moutons soient bien gardés. Leur pente, c'est de préférer l'ordre des choses, même s'il est profondément injuste, aux droits des peuples, bien sûr. Le filon anti-américaniste, c'est-à-dire, on sent bien chez une partie il y a cette idée que malgré tout, nous sommes très soumis aux Américains, mais certains se disent c'est pas mal qu'il y ait des résistances à l'empire américain dans le monde.
Il y a deux choses. Il y a la question Trump d'une part et il y a l'anti-américanisme d'autre part qui est une constante de l'idéologie française et dans ce cas-là de pire. Il y a une chose que peut-être on ne mesure pas suffisamment. Le fascisme français, quand il a existé, quand il est né, quand il a pris forme dans les années 30, Drieux-La Rochelle, Rebattet, tout ce mouvement d'extrême droite des années 30. L'un de ses éléments constitutifs, l'une de ses briques, c'était pas un accident, c'était un pilier idéologique, c'était la haine des anglo-saxons, mais notamment de l'Amérique. L'Amérique parce que... cosmopolite, et évidemment cosmopolite, nation abstraite, mal enracinée, hommes d'origine diverses, des gens de toutes ethnies, de toutes religions, de toutes couleurs, qui avaient comme point de ralliement et comme point commun, non pas un sang et des morts, mais un drapeau et des valeurs. Ça, l'extrême droite française et le fascisme dans sa première vérité l'avait en abomination. Donc l'anti-américanisme, c'est une des mauvaises passions, c'est un des mauvais génies de la France, de l'Allemagne, de l'Europe. Heidegger, par exemple, le philosophe allemand, très grand philosophe, Martin Heidegger, dans son idéologie politique, qui a été un très grand philosophe et qui en même temps adhérait au nazisme, il y avait une espèce de haine de l'Amérique qui le poussait à établir un signe d'équivalence absolue entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Il pensait que les Allemands étaient des Européens étaient des Russes qui parlaient, étaient des Soviétiques qui parlaient allemand et que les Staliniens étaient des Russes qui étaient des Allemands qui parlaient russe. Voilà. Donc, bien sûr que cet anti-américanisme est une ligne de force. Et on le retrouve aujourd'hui dans une certaine partie de l'establishment français, politique, administrative, des patrons qui, encore une fois, veulent que les vaches soient bien gardées et que surtout... Et ils préfèrent à la limite un monde chinois, iranien, russe qu'un monde uniformément américain. On sent ça dans ces milieux-là. Ils appellent ça le multilatéralisme. Vous savez, quand j'entends certains de nos ténors politiques nous dire qu'on est entré dans un monde multipolaire, un monde multipolaire, ça veut dire ça. Ça veut dire que l'Occident perd sa prééminence au bénéfice de ces anciens empires vaincus et en train de renaître de leur cendre. Moi, je suis désolé, je préfère, à part la parenthèse Trump, parce que ça ne sera qu'une parenthèse, c'est évident, la démocratie américaine est bien plus solide que ça. Je préfère 1000 fois être soumis aux influences américaines que à l'influence chinoise, à leur système de surveillance, à l'influence russe. Bernard Lévy, regardez, est-ce qu'il y a la grande crainte? Ce que nous vivons ce soir, c'est une espèce de suspense qui continue jour après jour, avec visiblement comme s'il y avait un saut à faire et les Américains se disent est-ce que ça n'est pas trop dangereux? Le spectre de l'aventure, Mogadiscio 93, ces soldats américains très courageux, d'opérations spéciales qui ont été traînés par la foule. Ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui s'est passé pendant la guerre d'Irak, est-ce qu'il y a une crainte des Américains, au fond, de tomber dans un bourbier? Certains disent toutes les interventions ont tourné au fiasco. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Pourquoi? Vous venez de donner un exemple là, qui est l'Afghanistan. L'Afghanistan, mais c'était, contrairement à ce qu'on répète partout, c'était pas un fiasco. Moi, j'étais en Afghanistan quelques mois avant le retrait honteux des forces américaines. Pardon, mais il y avait quelques milliers, peut-être 2000 soldats américains enfermés dans leurs casernes, mais cela suffisait à ce que les femmes soient dévoilées, à ce que la société civile soit vivante, à ce que la presse soit pluraliste et à ce que la société respire. Et c'est du jour où les Américains se sont retirés, le 16 août 2022 ou 23, c'est de ce jour-là que l'ordre de fer des talibans s'est réimposé. Mais ça a marché. Les 20 ans, entre 2001, entre novembre 2001 et puis le retrait américain, à l'ombre de cette puissance occidentale, la société afghane s'est considérablement libérée.
C'est une évidence. L'empire américain est-il en train de progresser dans la région? Quand on voit l'énorme armada qui est en train de prendre forme, le Ford, le Lincoln, les C5, les C-17, on y reviendra dans quelques instants, Père de Jong et Jean Yakovlev seront avec nous. Et quand on regarde la carte de la région, là, au fond, petit à petit, les Américains ont plus de points d'appui. Ils ont Sisi en Égypte. Ils ont en Arabie Saoudite MBS, qui est un peu le coffre-fort et le coffre pétrole. Netanyahou en Israël. Est-ce que petit à petit, malgré tout, ils font des erreurs, et guerre en Irak, etc., mais malgré tout, ils progressent et ils sont toujours plus puissants? Qu'ils aient des alliés, c'est vrai. Qu'ils soient de plus en plus puissants, c'est l'évidence. Cette armada, qui n'est pas d'ailleurs sans précédent, par parenthèse. Depuis 2003. Qui est extrêmement, voilà, depuis 2003, mais qui est extrêmement impressionnante, en est la preuve. Après, la question, c'est au bénéfice de quoi? Si c'est pour faire des deals fructueux pour les compagnies américaines ou pour je trouve pas ça extrêmement intéressant. Mais ça fait partie du jeu, vous savez bien. Ils veulent peser la démocratie et le pétrole. Ça n'empêche pas. Oui, mais je ne pense pas que le fin d'une grande diplomatie et d'une grande démocratie, ça soit de faire des deals. Vous savez, dans la tradition américaine, dans la diplomatie américaine, il y a 4 tendances. Il y a les Jeffersoniens, qui sont pour ne jamais rien faire, les Jacksoniens qui sont pour la stratégie du cow-boy, on nous attaque, on répond, les Hamiltoniens qui sont probablement ce qu'est Trump, c'est-à-dire diplomatie basée sur le commerce et sur l'intérêt des États-Unis, et les Wilsoniens qui peuvent commettre des erreurs, mais qui sont ce qu'il y a de mieux dans la diplomatie américaine, parce que les Wilsoniens, ça veut dire une diplomatie qui a le courage d'intégrer à ses paramètres la défense de la démocratie. Que répondre, Bernard-Henri Lévy, quand on voit la carte du Proche-Orient, à ceux, il ne faut pas le nier, il y a aussi la dimension anti-israélienne d'une partie de l'opinion qui dit en réalité les Israéliens poussent à la guerre. C'est une guerre israélienne qui va se mettre en place. Israël est un minuscule pays. Puissant, c'est une armée puissante. Puissant. Mais enfin, vous savez, les vraies puissances de la région, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas plutôt ceux que vous citiez tout à l'heure, l'Arabie Saoudite avec son énorme pouvoir et le coffre-fort dont vous parliez, le Qatar, les Émirats. Est-ce que vous êtes sûr qu'Israël est une puissance suffisante pour, comme le croient certains aux États-Unis d'ailleurs, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, manipuler la politique américaine? J'en suis pas du tout certain. Après, qu'Israël, en effet, considère que l'Iran représente une menace existentielle pour lui, Israël, et que soit bienvenu à ses yeux quiconque empêche un arsenal nucléaire de se constituer et détruit l'arsenal du missile, bien sûr.